Ah. Salut à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Wallo 113704, réalisateur et si besoin producteur du documentaire French Anime Fan. Alors ça fait déjà un an, pour ceux qui me suivent régulièrement sur Facebook, que je parle de la réalisation d'un documentaire. Ça prend du temps un documentaire, et je me suis dit, au final, plutôt que d'attaquer le documentaire directement comme ça, je vais vous parler un petit peu de mes intentions et de la façon dont moi je vis et je vois le succès du manga en France sur une vingtaine d'années. Alors pourquoi? Simplement parce que par le passé j'ai filmé des conventions, simplement parce que j'étais, comment dire, inspiré, on va dire, par la vie, et j'ai senti qu'il se passait un phénomène de dingue, et que ça pouvait pas rester comme ça, sans être fixé sur support. Donc intuitivement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon caméscope, en tout cas à l'époque, j'ai demandé à mes cousines, pour filmer des conventions. Ces images sont devenues des images d'archives, donc je ne savais pas trop quoi en faire, et puis finalement, elles vont me servir pour ce documentaire. Dans la dernière vidéo qui précède celle-ci, enfin non, pas celle d'il y a 2 jours, mais dans une des vidéos que j'ai tournées, je posais la question en fait de savoir pourquoi le manga avait un tel succès en France. Essayer de comprendre vraiment le fond du fond. Personnellement, je ne pense pas que c'est une raison commerciale, c'est-à-dire que le succès, je ne pense pas que ce soit une raison commerciale. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une raison commerciale, au sens où le succès du Japon, si, bien évidemment, il y a un succès commercial, ça c'est un effet. Mais la cause principale, elle n'est pas commerciale. Parce que si c'était le cas, depuis les années 70, à l'époque où Goldorak a vraiment cartonné, les ayants droit japonais, et peut-être même français éventuellement, se seraient intéressés plus sur le sujet, et auraient réfléchi à comment faire en sorte que cela devienne un business, et de le valoriser encore plus. Le succès du manga, il vient en France de la part de l'attitude des fans, et des gens de ma génération, et pour moi, c'est un phénomène qui est culturel. Et de culture, j'ai envie de passer à quelque chose qui est un peu particulier, mais qui serait aussi un attrait pour un état d'esprit des Japonais à travers le manga. Et c'est pourquoi, des fois, j'ai envie de vous parler de spiritualité. Je pense qu'il y a dans la structure narrative des mangas un niveau initiatique. Alors, comment est-ce que je peux vous dire ça? Là, je vais être un peu obligé de vous parler de moi, mais on va voir ça juste après le générique. La fin du XXe siècle. Des quatre coins de la France, des jeunes passionnés de dessins animés japonais se rencontrent pour partager leur passion. Parmi eux, des filles et des garçons, avides d'une culture dont ils sont les héritiers inconscients. Qui peut expliquer pourquoi la France est aujourd'hui le deuxième marché du manga au monde après le Japon? Qui veut comprendre comment, malgré le mépris des esprits bien pensants, nous avons persévéré dans notre amour d'une culture riche en valeurs, en émotions et en enseignements de vie? Vous le saurez en regardant French Anime Fan. Moi, dans mon fort intérieur, ce qui me marque particulièrement, c'est ce qui se passe en 1988, je crois, c'est l'époque où le club Dorothée, donc Dorothée revient sur l'écran, après avoir abandonné le service public, pour revenir sur une chaîne privée qui est donc TF1, qui est privatisée, et qui est en forte concurrence avec la 5. Les nouvelles séries, c'est ce que j'appelle moi dans mon état d'esprit, les séries de nouvelle génération. Donc là, je suis adolescent. Je dois avoir quoi, 14 ans, 13 ou 14 ans, mais je pense que je dois avoir 14 ans quand le club Dorothée revient. Et on tombe sur les nouvelles séries type Dragon Ball, Senseiya, Hokuto no Ken, Juliette Je t'aime, Sablotin. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié Sablotin. Moi, j'ai pas oublié, j'ai kiffé. Sablotin, c'était l'après-midi. Sablotin. Ah, tu es le roi des magiciens. Bon, je chante très mal, mais bon. Ça, c'était l'après-midi. Et puis, il y a cette première série qui va me marquer à jamais, qui est en fait Dragon Ball. Je reviens sur cette notion initiatique et un peu spirituelle parce que voilà ce qui s'est passé quand j'ai vu Dragon Ball. Le jour où j'ai vu le premier épisode de Dragon Ball, il y a deux choses qui m'ont marqué. Et ce qui se passe, c'est le jour où je vois Tortue Géniale faire je suis les épisodes, et le jour où je vois Tortue Géniale faire son Kamehameha, pour moi, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde parce que tout d'un coup, je me dis, tiens, donc j'ai 14-15 ans, je dois avoir 14 ans, voilà un gars, je savais pas qu'il s'appelait Akira Toriyama à l'époque, mais je dis voilà, là il y a quelqu'un, il est venu dans ma tête,
il est venu voir mon imaginaire et il l'a mis sur écran. Oh non, regardez, il va utiliser l'onde de choc des anciens. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est l'onde de choc? C'est l'arme psychique la plus puissante au monde. Il va concentrer toute son énergie mentale et physique et la projeter d'un seul coup. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vécu quand j'ai vu Dragon Ball, la première fois que j'ai vu Tortue Géniale, j'ai vu ce que je croyais être vrai de la vie. J'ai vu ce que je croyais du potentiel humain. J'ai vu ce que je pense toujours être le devenir de l'être humain, c'est-à-dire exploiter pleinement son potentiel culturel, spirituel, énergétique. Et ça, moi, quand j'ai vu Dragon Ball, ça m'a parlé automatiquement. Ça a été le même cas avec les Chevaliers du Zodiaque, lorsque pour la première fois, j'ai vu des mecs qui se battaient et qui avaient une cosmo-énergie. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu vois des mecs qui se tapent, qui ont une cosmo-énergie, soi-disant une force, on va dire, surnaturelle, mais qu'en plus, cette cosmo-énergie et cette force surnaturelle étaient mesurables par de la technologie. Quelle déception de tomber sur un poltron comme Seyard pour mon premier combat. Ne crains rien, je m'arrangerai pour te laisser la vie sauve. Nous sommes d'accord, hein? Alors ça, c'est incompréhensible, c'est aussi brûlant qu'un feu de... Je te conseille de ne pas me taper trop amicalement sur l'épaule, Jackie. Mon énergie cosmique est sur le point de se libérer. C'est-à-dire que non seulement dans un dessin animé, tu vois des mecs qui viennent avec une cosmo-énergie, mais si tu regardes les premiers épisodes, à l'époque où tu vois le personnage de Seyard qui est super arrogant, tu vois, tu as des mesures énergétiques même, avec la pression, les mecs quand ils sont en train de se taper. Je vais vous remontrer un extrait. Ah, Pégase vient de porter un coup de pied. Oh! Il a dégagé une charge de 1375 kW. Il y aurait largement de quoi terrasser un individu ordinaire. Et moi, si vous voulez, cette approche-là du rapport au monde, chez les Asiatiques, je l'avais déjà perçu dans mes échanges, dans mes petites recherches à mon niveau. Donc c'est quelque chose auquel je croyais déjà. C'est-à-dire que pour moi, c'était du dessin animé, certes, mais ça rentrait en résonance avec des choses auxquelles je croyais profondément, qui sont cette dimension de l'humain à pouvoir se dépasser et aller au-delà. Mais dans notre culture à nous, cette culture du dépassement, elle existe où? En France. A priori, elle n'existe pas. Parce que ça, c'est un des gros problèmes que vous pouvez retrouver dans la société française, notamment au niveau sportif, où le mental est quelque chose de très peu travaillé. Je vous parle de mental, je vous parle d'initiation, je vous parle de dessin animé japonais. Comment est-ce que je fais le lien tout ça? En plus, avec mon désir, moi, pour l'Asie, cette curiosité que j'ai eue, étant plus jeune, de m'intéresser aux Asiatiques. Le côté initiatique dont je vous parle, je l'ai évoqué dans les vidéos précédentes en vous parlant de ce que je pense être un des attraits du manga, qui est que le manga, ou les histoires notamment des mangas, et à travers les personnages et les héros forts et emblématiques que nous apprécions, prend le relais dans les sociétés occidentales et françaises en plus particulier, de l'absence de rites qui existait pourtant lorsque nous étions rattachés, la France était encore rattachée à l'Église catholique, mais à travers la première communion, puisque c'est aux alentours de 12 ans. Mais tout d'un coup, on a, nous, dans notre culture, une absence de ces rites de passage, de cette façon de mesurer le changement évolutif d'un individu lorsqu'il est de la petite enfance, qui passe, pardon, pas de la petite enfance, mais lorsque on passe de l'enfance à l'âge adulte. La manière courante de le dire aujourd'hui, c'est qu'on dit qu'on est enfant, on est adolescent et après on est adulte. Ce n'est qu'une vision des choses. Ce n'est qu'une interprétation possible qui nous a été rendue par, là, on va dire, les penseurs de la psychologie moderne. Ont-ils raison, ont-ils tort? En revanche, il y avait une autre manière de vivre ce passage
en milieu initiatique et dans le cadre de la connaissance sacrée, qui était de passer de l'enfance à l'âge adulte au moyen de rites de passage. Ces rites de passage, si vous faites attention, on se les invente. On est souvent surpris de voir des gamins qui commencent à fumer à l'âge de 12-13 ans, ou à boire de l'alcool à l'âge de 12-13 ans, ou à avoir des rapports sexuels à l'âge de 12-13 ans. On est surpris de ça. Mais ils le font naturellement parce qu'il y a un besoin. Alors, est-ce que c'est un besoin spirituel ou psychologique? J'en sais rien. Mais qui, en tout cas, est marqué par le changement physiologique du corps, où ton corps se transforme et forcément, tu as besoin de mettre des mots ou des actions en rapport à ça. Et ben, c'est comme ça que vous avez des gamins qui, faute d'avoir, entre guillemets, à mon sens, moi ça n'engage que moi, peut-être que je me trompe, mais faute d'avoir un repère au niveau sociétal qui va leur dire que tout d'un coup, bah tiens, aujourd'hui, on va faire le jour où tu vas passer de l'enfance à l'âge adulte par un acte symbolique. Et c'est le côté binaire dont je vous parlais, c'est que c'est un coup c'est ça, tu passes d'un palier à un autre. Moi, je pense que le manga, justement, par rapport à la croyance que j'ai, moi, de la vie, et par rapport à cette préhension que j'ai pour le côté initiatique des choses, eh ben, on le vit par procuration à travers le manga, où ces histoires-là sont très fortes, parce qu'elles nous mettent, à un moment donné, face à des personnages comme Son Goku, par exemple, qui, si je ne dis pas de conneries, dans l'histoire, quand on la prend en route, il a 12 ans, avec Bulma. C'est quoi les premiers trucs qui vous font marrer un peu dans Dragon Ball? C'est quand Mioé qui fait tac-tac pour vérifier s'il est avec une fille ou un garçon. Bon, il se prend une gifle, il se fait cogner par Bulma, mais c'est ça. C'est ce moment-là, c'est cette prise de conscience. Et quand t'as cet âge-là, mais t'es en plein dedans. Parce que pour lui, c'est de vérifier. Si c'est une fille, il doit la protéger. Si c'est un garçon, bon, il peut éventuellement se battre contre lui. Mais en gros, voilà. Parce que son grand-père lui a dit, les filles, tu dois les protéger, tu dois pas les battre contre elles. Voilà. Des fois, il y a des filles, elles te mettent des cacahuètes, mon gars. Moi, je te jure, tu qui te vénère, vas-y, reste tranquille, espèce de tu vois. Bon, mais je vous rassure, j'ai jamais tapé de femme. À part dans certaines circonstances. Un peu coquine, je l'avoue. Mais bref. On n'est pas là pour ça. Mais tout ça pour vous dire que ce passage-là, il est super important. Et moi, c'est ça qui m'a attiré dans l'animation japonaise, c'est ce côté-là initiatique des choses. Alors certains d'entre vous vont objecter en disant « Ouais, mais Wallo, tous les mangas n'ont pas un caractère initiatique dans leur thématique, c'est vrai. Tu regardes Juliette, je t'aime, c'est pas du parcours initiatique. Ça reste discutable. Tu prends Bakuman, c'est pas du parcours initiatique. Tu prends, je sais pas moi, qu'est-ce qui cartonne bien en ce moment et qui est sympa, je vous ai dit Bakuman, tu prends Bloodlad. C'est pas du parcours initiatique aux éditions Kurokawa. Encore que. Ça reste discutable. Non, je vais essayer de vous trouver. Voilà, tu prends Golgo 13. C'est pas du parcours initiatique. C'est vrai. Ah là, tiens, on va se prendre d'autres titres. Tu prends Rookies. Ah mince, merde, ça fonctionne pas parce que je trouve que c'en est. Death Note, c'est pas du parcours initiatique. Sauf que, il y a une façon de raconter les histoires qui va respecter le parcours initiatique. Donc vous pouvez très bien ne pas avoir les thèmes de l'initiation de façon directe, mais vous pouvez très bien les avoir de façon indirecte dans la structure de l'histoire. Je vais vous donner un exemple qui est très important pour moi, qui est celui du passage à l'âge adulte au niveau initiatique, et après on va parler, dans la deuxième partie de l'émission, je vais vous parler justement de la structure narrative, comment elle existe et comment elle est très forte dans les mangas au niveau initiatique, et qui va rejoindre, je vous dis, l'écriture, et qui va rejoindre l'écriture archétypale, l'écriture qui rejoint l'écriture au niveau archétypal, et qui rejoint les mythes, les cosmogonies, et donc le mythe fondateur, qui est à peu près commun à toutes les cultures. Je vous ai parlé de ce rite de passage. Et on l'a tous vécu d'une certaine manière, de façon très symbolique et très forte, avec un dessin animé. Je mets au défi, si vraiment vous êtes sincère avec vous-même, je vous mets au défi n'importe quel fan du monde entier, de la planète, de me dire qu'il y a un épisode de Dragon Ball qui ne vous a pas marqué. Alors là, je vais vous laisser un peu de temps par rapport à cette notion de rite de passage et d'essayer de retrouver dans votre mémoire ou à quoi ça correspond. Donc, je vais vous laisser aller, on va dire, 10 secondes. On va compter.
La réponse, je vais vous la donner. Et en images. Le niveau de changement véritablement de Goku, le personnage, en termes de caractérisation de personnage, en termes de véritable changement, vous le savez, vous le connaissez tous, parce que je connais très peu de personnes qui n'aient pas eu de réaction émotionnelle forte à cet épisode. C'est le moment où nous revoyons Goku à l'âge adulte. Si vous faites attention, entre le moment où on voit Goku adulte et qu'on l'a vu enfant, on n'a aucune transition. Toriyama a eu ce génie, et d'ailleurs c'est d'abord un très grand génie de l'ellipse. Je pense qu'il est déjà un génie de l'ellipse en termes de narration, parce que quand tu fais une série comme Slump au niveau humoristique, l'ellipse est un excellent catalyseur de drôlerie, entre guillemets. Donc c'est des choses qu'il faut apprendre à maîtriser, et lui, dans sa narration, il maîtrise extrêmement bien cette ellipse. Bon, mais le combat n'est pas fini. Où est-il? J'en fais autant. Ça, alors, c'est du combat. C'est cette notion d'elliptique sur des ellipses temporelles de malade. Quand vous prenez l'ellipse entre le moment où Son Goku est encore petit et le moment où il est grand, mais il s'est passé 2 ans, 1 an, 3 ans, tu sais pas. Tu sais juste que, avant ça, Goku, il est petit. La dernière fois, on le voit petit et on le voit grand. Je vais vous raconter exactement comment j'ai vécu ça. Je me rappelle, donc à cette époque-là, j'habitais à Thiers, dans le 94. Le week-end, je vais voir mes cousines. Et donc c'est souvent les week-ends parce qu'elles avaient un magnétoscope à la maison. Et je vais les voir et elles me disent « Ah, t'as pas vu l'épisode de Dragon Ball ? Ah, il faut absolument que tu le vois. » Donc je me rappelle, mes cousines me mettent en condition. Et c'est la première fois que j'avais senti l'importance pour elles d'observer ma réaction. Mes cousines observent ma réaction. Et moi, ce que j'ai en mémoire, pour ceux qui suivent la série, le dernier épisode que tu vois Son Goku s'entraîner au palais du Tout-Puissant. Peut-être que si je me mets beaucoup plus loin, il pourrait rien sentir du tout. Et là, je vois l'épisode, tournoi des arts martiaux. Je fais, hein, quoi? Déjà dans ma tête, je fais, attends, merde, elles ont dû peut-être oublier de me montrer ce qui s'est passé entre-temps, tu vois. Non, c'est la suite et tout. Ouais, c'est la suite. Donc je regarde l'épisode. Donc t'as la petite mise en scène et tout. Tiens, on va le regarder ensemble. Bonjour. Hein? Tu connais ce jeune homme que... Non. Et toi, est-ce que tu le connais? Non, et toi? Oh non. Ton ballon, Bulma. Comment se fait-il que vous connaissiez mon nom? Ça me fait plaisir de te revoir, Tortue Géniale. Hein? Tu as l'air en pleine forme. Ah ben, il me tutoie et il connaît mon nom. Ah ben, ça, c'est quelque chose. Mais où sont Krillin et Yamcha et puis Tenshinhan? Non, mais c'est pas vrai! Oh, si, Son Goku! Moi, ma réaction, c'est quand je vois ça, je suis sur le cul. Je dis, putain, le mec, il a grandi, quoi. Et ça switch dans ma tête. C'est-à-dire que, tout d'un coup, Goku, c'est plus un petit. Et moi, ça me fait quelque chose. La projection, elle est aussi là. C'est tout d'un coup, il se passe quelque chose. Ça me parle. Je dis, merde, mais attends. Mais c'est plus un enfant. Et comment on sait que c'est plus un enfant? Parce qu'on le voit d'abord dans son attitude. Si vous faites attention, Toriyama a vraiment bien joué son coup sur ça. C'est-à-dire que, d'abord, Goku, il est beaucoup plus posé. Il a une espèce d'assurance qui n'est plus... C'est plus la même personne, d'une certaine manière. Il a grandi. Il est passé de l'étape enfant à adulte par un rythme initiatique qui ne nous est pas montré. Et c'est là où c'est fort, c'est que Toriyama fait briller ce rythme initiatique, entre guillemets, par son absence.